Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo traitant de la cristallographie. Alors dans cette vidéo nous allons étudier en détail la notion de site interstitiel. Alors comme prérequis pour aborder cette partie, il est important que vous ayez bien en tête tous les concepts généraux associés à la cristallographie des mailles cubiques notamment, donc avec les calculs de population, de compacité, de coordination de masse volumique. On en a déjà parlé, on a déjà fait des révisions là-dessus dans une vidéo. Donc ces choses-là sont considérées comme voilà, acquises. Et donc aujourd'hui, une fois qu'on maîtrise ça, on va aller un petit peu plus loin et on va aborder la notion de site interstitiel de la maille cubique face centrée à travers les deux sites à connaître, les sites tétraédriques et les sites octaédriques qu'on va détailler. Et une fois qu'on aura détaillé ce qu'on peut dire sur ces deux sites, on va pouvoir s'intéresser à des exemples particuliers de mailles qui tombent souvent aux écrits notamment, la maille structure diamant et un certain nombre de cristaux ioniques qu'on va apprendre à étudier. Alors pour faire cette vidéo, on va s'appuyer sur le sujet E3AMP 2016, la partie K, mais avant ça, on va faire quelques rappels de cours. Donc intéressons-nous ici à des mailles cubiques face centrée, donc de paramètres de maille A, constituées d'atomes sur chaque sommet, plus des atomes au centre de chaque face. Elles sont représentées ici, chaque atome est représenté par un point. Alors il faut bien avoir conscience que c'est une vision un peu simplifiée, c'est-à-dire que chaque atome en fait occupe une sphère, on est dans un modèle de sphère, et que les sphères, ici pour la cubique face centrée, sont en contact au niveau de chaque face sur une diagonale. D'accord? Alors on ne représente pas les sphères à chaque fois, puisque sinon c'est très difficile de faire une étude, mais ayez conscience que voilà, il y a des contacts de sphères ici sur la diagonale des faces dans la cubique face centrée. Une fois qu'on a fait cette maille, donc on a plein de sphères qui sont tangentes les unes aux autres, eh bien il reste des espaces entre ces sphères et on peut y loger parfois d'autres atomes. Et ces espaces qui restent, on appelle ça des sites, et dans une cubique face centrée, il y a des sites octaédriques et des sites tétraédriques. Et donc le but c'est d'étudier où sont ces sites, combien il y en a par maille, et quelle est la taille des atomes qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, pour faire cela, intéressons-nous d'abord au site octaédrique. Si on regarde la maille cubique face centrée, prenons le centre de chaque... voilà, le motif généré par les atomes placés au centre de chaque face. On voit ici que ça forme un octaèdre. Si on le dessine proprement, et on voit qu'au milieu, eh bien, il y aura peut-être de la place au milieu de cet octaèdre pour mettre un atome supplémentaire. Et bien cet atome, cette place au milieu de l'octaèdre central, c'est ce qu'on appelle un site octaédrique. Alors, il existe ce site octaédrique là, mais on peut en trouver d'autres. Regardez. Pour voir les autres, il faut imaginer par exemple qu'il y a d'autres mailles à côté. Donc là, j'en dessine une par exemple ici, qui elle aussi est une maille cubique face centrée, donc avec ici, donc j'en redessine une par le dessus, et vous allez voir qu'on peut trouver un octaèdre aussi ici. Voilà, comme ça, comme ça. Ici, la base octaédrique formée par les 4 atomes qui sont là, et plus l'atome, pardon, je vais changer de couleur, l'atome ici, me permet de fermer l'octaèdre. Vous voyez, ici, j'ai encore un octaèdre qui est partagé entre les 4 mailles en fait adjacentes, et donc au centre de cet octaèdre, j'ai encore un site octaédrique. Autrement dit, au niveau des sites octaédriques, donc je reviens en arrière pour qu'on y revoie plus clair, qu'on revient sur la maille initiale. Quand je reviens sur la maille initiale, j'ai quoi? J'ai un site octaédrique au centre, mais j'en ai également, qui est lui, qui appartient seulement à cette maille-là, mais j'en ai aussi un au milieu de chacune des arêtes de la maille. Donc voilà tous les sites octaédriques qu'on peut trouver dans une maille cubique face centrée. Alors, si on cherche à compter le nombre de sites octaédriques, on en a donc un au centre, qui appartient à une seule maille. Et on en a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 au milieu de chaque arête, pardon, mais qui sont partagés entre 4 mailles, chacun. Donc si on ne veut les compter qu'une seule fois par maille, il faut donc diviser par 4 ce nombre de sites octaédriques, ce qui fait que 12 divisé par 4, ça nous fait 3, auquel on ajoute le site octaédrique central, il y a donc 4 sites octaédriques par maille. Il existe une autre famille de sites au sein de la maille cubique face centrée, ce sont les sites tétraédriques. Alors pour ça, on va zoomer un petit peu sur la maille, et on va aller regarder ce qui se passe notamment en bas à gauche. Alors, pour repérer un site tétraédrique, on va mettre en exergue 4 atomes. On va prendre un atome placé sur un sommet, et on va considérer les 3 atomes qui sont au centre des faces adjacentes, enfin ces faces qui concourent à ce sommet. Donc les 3 faces connectées à ce sommet. Et si vous regardez bien, alors on va changer de couleur pour bien le mettre en évidence, vous avez ici, hop, la règle, hop, ces 4 atomes forment une petite tétraèdre ici, au milieu duquel, eh bien, il y aurait bien une place disponible pour insérer un autre atome. Eh bien, ce site formé par 4 atomes qui forment un tétraèdre, ça s'appelle un site tétraédrique. Alors, on peut essayer d'y voir un peu plus clair pour compter ces sites tétraédriques. Si on regarde bien, on peut diviser notre maille cubique face centrée en petits cubes de côté A sur 2. Alors regardez, je suis en train de diviser chacune des faces par 4, c'est-à-dire que on avait ici le paramètre de maille A, mais là je suis en train de dessiner des petits cubes de côté A sur 2. Alors, on connecte un petit peu ici comme ça, et je vais en mettre un en exergue, donc celui-là. Eh bien, vous vous apercevez que le tétraèdre que nous avons formé, et le site tétraédrique qui était là, c'est ni plus ni moins que le centre, donc le site tétraédrique que j'ai redessiné ici, c'est ni plus ni moins que le centre d'un petit cube de côté A sur 2. Et ça, c'est très pratique pour faire tous les calculs associés au site tétraédrique. Par exemple, donc maintenant on va dézoomer un petit peu, maintenant qu'on a mieux vu, combien y a-t-il de sites tétraédriques dans la maille? Eh bien, comme il y en a un au centre de chaque petit cube de côté A sur 2, il suffit de compter le nombre de ces petits cubes dans la maille. Eh bien, il y en a 4 en bas, 4 en haut, hein, puisque vous en avez un ici, un deuxième ici, un troisième derrière, un quatrième ici, donc vous en avez 4 en bas, et puis vous avez les 4 mêmes au-dessus, ce qui fait 8 sites tétraédriques qui appartiennent chacun à la maille cubique, ils ne sont pas partagés entre les mailles, donc il y a au total 8 sites tétraédriques dans la maille. Donc grâce à ces rappels de cours, nous allons pouvoir traiter les questions de la partie K du sujet E3AMP 2016, qui est pas mal pour faire des révisions sur la structure cubique face centrée et les sites tétraédriques et octaédriques. Donc on nous montrait 3 figures de maille cubique face centrée, on demandait de repérer les numéros correspondant aux sites tétraédriques et octaédriques. Alors, bon, bah alors c'est évident avec ce qu'on vient de voir. Les sites octaédriques, eh bien, il y a le numéro 14, le centre de la maille, plus le milieu de chacune des arêtes, donc le 10, le 22, le 16, le 4, le 2, le 20, le 26, le 8, le 2, et le 12, le 24, le 18 et le 6. Donc voici pour les numéros des sites octaédriques. Et puis pour les sites tétraédriques, eh bien on les repère ici. Alors ces figures sont intéressantes parce qu'on voit bien les tétraèdres. Vous voyez, à chaque fois on prend le sommet et les milieux des faces qui concourent à ce sommet. Donc on a 29, 28, 31 et 30 qui sont clairement des sites tétraédriques, et on a la même figure mais de l'autre côté, après une rotation de 180 degrés. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que 38, 41, 39 et 40 sont bien aussi les centres des sites tétraédriques. On en retrouve bien 8 comme on l'avait vu. Donc voilà, ça c'est une première question qui est immédiate quand on a vu le rappel de cours. Et on nous demande d'en déduire le nombre de sites tétraédriques et octaédriques en propre à la maille. C'est une question qu'on a traitée juste avant. On a vu qu'il y avait 4 sites octaédriques et 8 sites tétraédriques. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser à une structure plus particulière qui est la structure diamant.
Et ça va nous permettre de faire des calculs un peu plus approfondis sur les notions de site. Alors on nous dit que le silicium forme une structure de type diamant, et la structure de type diamant est très classique. C'est une cubique face centrée avec un site tétraédrique sur 2 occupé par un atome de silicium. Donc là j'ai représenté les atomes de silicium de la cubique face centrée, et puis je vais remplir un site octaédrique sur 2. Donc bon bah là j'ai ce site octaédrique là que je remplis avec un atome. Je vais remplir celui ici. Donc celui-là il est comme ça, hop, entre ces 3 atomes. Donc là, il y en a un nouveau ici. Alors voilà, j'en ai rempli 2. Je peux remplir celui-là. Donc ici, alors il n'est pas sur l'arête, hein, c'est un effet de perspective. Il est derrière l'arête. Je vais remettre l'arête par-dessus. Et on en a un 4e que je peux dessiner, par exemple, ici à l'arrière. Non, là ça va pas parce que je connecte 2 sommets. Donc c'est plutôt celui-là. Avec cette face-là. À l'arrière et la face en bas comme ça, voilà. Là j'en ai un 4e, voilà. Donc vous voyez, vous avez ici la maille de diamant et on vous demande sa population. Eh bien, on va compter le nombre d'atomes de silicium dedans. Donc c'est une cubique face centrée, donc déjà on a 8 atomes qui sont présents sur des sommets, mais qui sont partagés, comme ils sont sur des sommets, entre 8 mailles. Donc on les compte pour un 8e. Donc ça, ce sont les atomes au niveau des sommets. Par exemple ceux-là. Ensuite, on a les atomes au niveau des centres des faces. Alors bah là, par exemple celui-là, il y en a 6 qui sont partagés entre 2 mailles, donc 6 fois 1,5. Et il nous reste maintenant les nouveaux atomes, ceux qu'on a rajoutés, qui sont au centre des sites tétraédriques. Il y en a 4, puisqu'on a 8 sites tétraédriques au total, et il y en a 1 sur 2 qui est occupé. Et eux, ils sont uniquement dans la maille considérée. Donc on a 1 plus 3 plus 4, ce qui nous fait une population de 8 au sein de la maille diamant. Alors on nous demande la coordinance de l'atome de silicium. Alors la coordinance, je vous rappelle, c'est le nombre de plus proches voisins, et quand on s'intéresse à une maille de type diamant, le plus simple c'est de regarder un des atomes qui est dans un site tétraédrique, et de chercher le nombre de plus proches voisins au sein de la structure. Ben, ces plus proches voisins, c'est lui, lui, lui et lui, ils sont tous à équidistance voilà, de cet atome au centre, et donc il y en a 1, 2, 3, 4. La coordinance d'un atome de silicium dans la maille de type diamant, elle est de 4. Alors désormais, on va vouloir faire des calculs de compacité et de masse volumique de la structure diamant. Et pour ça, on va avoir besoin d'une relation entre le paramètre de maille A et le rayon bien d'une des sphères qui modélisent les atomes de silicium. Alors pour ça, il faut toujours chercher là où se fait le contact entre les atomes. Donc ici, j'ai juste mis la cubique face centrée. Je vais juste représenter un atome dans un site de silicium. Alors je change la couleur, mais c'est le même atome. Un atome dans le site tétraédrique qui est ici. Donc c'est le site tétraédrique, je vous rappelle, hein, petit cube de côté A sur 2. Donc je le redessine ici pour qu'on le voit bien. C'est ce cube de côté A sur 2 là, qui va jusqu'au centre, comme ça, qui repart. Voilà. Oui, il est un petit peu... Voilà. C'est un petit cube de côté A sur 2. Et je dessine que ce site tétraédrique là, parce que sinon, après, on ne voit plus rien dans la figure. Et si on regarde bien, alors, je vais juste peut-être un petit peu améliorer mon dessin. Ça va un petit peu plus haut ici. Hop, voilà. Comme ça, on a un cube un peu plus... regardons bien ce cube de côté A sur 2. On s'aperçoit que là, on a un atome sur le sommet de ce cube, et que l'atome dans le site tétraédrique est au centre de ce cube de côté A sur 2. Le contact dans cette structure se fait à ce niveau-là. Ce sont ces deux-là les deux atomes les plus proches. Autrement dit, cette distance, elle est égale à 2R, puisque nous avons deux atomes de silicium identiques qui sont sphériques, et donc entre leurs centres, il y a une distance 2R. Mais ce centre, c'est aussi la demi-diagonale de ce cube. Vous voyez cette diagonale qui va de là, alors là c'est un... il n'y a pas d'atome ici, c'est un sommet fictif, qui va de cet atome ici à celui-là, de là à là, eh bien, la distance 2R, c'est la moitié de cette diagonale. Donc c'est la demi-diagonale
du cube de côté A sur 2. La demi-diagonale du cube de côté A sur 2. Or, donc c'est 1 demi fois, alors un cube de côté A sur 2, sa diagonale, eh bien c'est A sur 2 racine de 3. Hein, ça c'est un résultat qu'on doit connaître. La diagonale d'un cube de côté A, c'est A racine de 3, donc si le côté est A sur 2, puisque c'est un site tétraédrique ici, ça fait 1 demi de A sur 2 racine de 3. Eh bien vous voyez, vous avez trouvé ainsi ici la relation entre petit r et A grâce au contact entre l'atome situé dans le site tétraédrique et l'atome situé sur le sommet. J'insiste ici sur le fait que dans le diamant, c'est le même atome qu'on met dans le site tétraédrique que celui qui constitue la maille cubique. On verra tout à l'heure dans des cristaux ioniques que ces atomes peuvent être différents, et dans ce cas-là, ce ne sera pas 2R, mais R de l'atome 1 plus R de l'atome 2. Mais pour l'instant, tous les atomes sont identiques. Donc la relation qui est attendue, par exemple, on va l'écrire R égale A racine de 3 sur 8. Et ça va nous être très utile pour la suite. Alors, à partir de ce résultat, on va pouvoir faire plusieurs calculs, donc dans les questions K5, K6, notamment le calcul de la masse volumique, enfin en tout cas le lien entre la masse volumique et le rayon de la sphère de silicium, calculer la compacité de la structure. Donc, on nous donnait une valeur de masse volumique et on veut en déduire le rayon de la sphère de silicium. Alors, quand on fait de la cristallographie, on repart toujours la définition de la masse volumique qui est la masse volumique, c'est la masse de la maille sur le volume de la maille. Alors on a une maille cubique, donc son volume, c'est A cube. Sa masse, eh bien c'est la masse de tous les atomes qui sont en propre dans la maille. Donc c'est-à-dire c'est le nombre d'atomes en propre dans la maille, c'est-à-dire la population, fois la masse d'un atome, puisqu'ici ils sont tous identiques. Hein. Si on avait deux types d'atomes, il faudrait faire la population des atomes 1 fois la masse des atomes 1, plus la population des atomes 2 fois la masse des atomes 2. La population ici, nous avions vu qu'elle était de 8. La masse d'un atome, alors nous ce qu'on connaît c'est souvent la masse molaire de l'atome, la masse molaire de silicium est connue, eh bien, il suffit de la diviser par le nombre d'Avogadro pour avoir la masse d'un atome. On divise le tout par A cube, et vous voyez que vous avez ici une relation entre la masse volumique et A. Alors nous on ne veut pas trouver A, on veut trouver le rayon de silicium, mais on sait que, on a trouvé juste avant que R c'était A racine de 3 sur 8, et donc en combinant cette expression-là et cette expression-là, on arrive à R égale 3 racine de 3 masse de silicium sur 64 ρ Na, là c'est juste, on isole la grandeur qui nous intéresse, à la puissance 1 tiers, ce qui va être le résultat attendu ici, dans cet exercice, et qui va donner 118 picomètres. Alors, on nous demande, donc ça c'est non pas la question K6 mais la question K5, on nous demande d'en déduire de calculer la compacité de la structure. Alors la compacité de la structure c'est pareil, c'est une question classique alors qu'on a traité dans tous les mailles cubiques, là on va le traiter pour la maille diamant. Il faut se souvenir de la définition, alors ne confondez pas compacité, coordinance, il y a du vocabulaire à maîtriser. La compacité c'est le pourcentage de remplissage de la maille, c'est-à-dire c'est le volume qu'occupent les sphères dans la maille sur le volume de la maille. Alors le volume de la maille c'est toujours A cube, vu que c'est une maille cubique, et le volume occupé par les sphères c'est le nombre de sphères dans la maille en propre, fois le volume d'une sphère. Alors le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi r cube, et le nombre de sphères c'est la population, c'est donc 8 ici. Et comme en plus on a la relation entre R et A qui est ici, on peut remplacer, et on trouve que la compacité en remplaçant est égal à pi racine de 3 sur 16. Ce qui donne 0,34, ce qui fait que la maille de diamant est relativement peu compacte, il n'y a que 34% de la maille qui est occupée, puisqu'en fait en mettant les siliciums dans les sites tétraédriques, on a écarté la maille. Et elle est bien inférieure par exemple à la compacité d'une cubique face centrée simple qui est de 0,74. Donc voilà, retenez que quand vous faites une structure diamant, la compacité est relativement faible, comparé à la cubique face centrée qui est la structure la plus compacte avec une compacité de 74%. Alors on nous demandait juste une question qu'est-ce qui permettait de justifier
Le fait que, que le silicium était un matériau très dur, la structure diamant un matériau très dur, bah, c'est en raison des liaisons de covalence qui existent entre les différents atomes de la maille. Les 3 questions suivantes de l'exercice changent de domaine et ne s'intéressent plus à du silicium qui cristallise seul sous forme diamant, mais à du nitrure de silicium, c'est-à-dire une association d'ion nitrure et d'ion silicium, N3- et Si4+, et en fait, qui forment un cristal. Alors, il existe plusieurs types de cristallisation, et une des 3 cristallisations est appelée gamma. On vous dit que c'est une structure spinelle, alors c'est basé d'une structure cubique face centrée d'ion nitrure, et dans laquelle se logent des ions Si4+. Donc vous voyez, on a 2 types d'ions différents, ça va pas être des sphères qui ont tous la même taille, et on vous dit que les ions Si4+, occupent 1/8 des sites tétraédriques et la moitié des sites octaédriques. Donc, bon, alors on va étudier ça plus en détail. Tout d'abord, on nous dit que le nitrure peut exister donc sous différentes variétés cristallines. Comment appelle-t-on ce phénomène? Eh bien, on dit que le nitrure de silicium, pardon, va posséder plusieurs variétés allotropiques. Et on va s'intéresser ici à la variété gamma. Alors on va faire un schéma parce qu'on va nous demander l'occupation des sites tétraédriques et octaédriques est-elle cohérente avec la stoichiométrie de Si3N4. Donc ça c'est le genre de question classique, c'est retrouver la formule stoichiométrique du cristal à partir de l'étude de la maille. Donc en fait il suffit de compter dans une maille quelle est la proportion d'ions Si 3, 4+, par rapport aux ions N3-, et de montrer qu'on en a bien 3 pour 4. Ça ne veut pas dire que la population des ions Si4+, va être de 3 et celle des ions nitrure va être de 4. On pourrait trouver 6 et 8 par exemple. Mais que le rapport est bien en rapport 3 pour 4. Donc pour faire ça, bon, on va juste... on peut en fait le faire limite sans faire de schéma ici en disant que on vous dit que les ions N3- occupent une structure cubique face centrée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la maille cubique, comme ça, et sur les sommets de la structure cubique ainsi que sur les centres des faces, ce sont des ions, voilà, donc là je pense que je les ai tous mis, ce sont les ions N3-. Et on vous dit que les Si4+ occupent 1/8 des sites tétraédriques. Alors il y a 8 sites tétraédriques, donc s'ils en occupent 1/8, ils en occupent 1. Bah, dessinons par exemple celui qui est en bas à gauche, celui qu'on dessine tout le temps parce qu'il est facile à dessiner. Donc là il y a un... donc ça ce que je mets en jaune, ce sont les Si4+. 1/8 des sites tétraédriques et la moitié des sites tétraédriques, des sites octaédriques. Alors bon, il y a celui au centre et puis il y en a d'autres. Donc on va maintenant compter la quantité, la population de chaque ion dans la maille. Donc N3- qui sont sur la structure cubique face centrée. Donc on a vu que la population de la cubique face centrée, c'est 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/3. Donc on a 4 ions N3- par maille. Pour les Si4+, ils occupent 1/8 des sites tétraédriques. Or, il y a 8 sites tétraédriques en propre par maille. Donc 1/8 fois 8, ça fait un site tétraédrique. Un ion Si4+ dans un site tétraédrique. La moitié des sites octaédriques. On a vu qu'il y avait 4 sites octaédriques par maille. Donc s'il en occupe la moitié, ça fait 2 sites tétraédriques. Donc pour Si4+, on a 3 ions Si4+ par maille, 4 ions N3- par maille. Et bien ça, c'est vraiment complètement compatible avec Si3N4. On a bien 3 ions Si pour 4 ions N3-. Alors ici, vraiment, on retrouve que la population est égale aux indices. Ici, je vous ai dit que ce n'était pas obligatoire, mais ici, ça fonctionne bien. Donc, voilà pour la formule, la stoichiométrie du cristal ionique. Maintenant, on va parler un petit peu de l'habitabilité des différents sites de la maille. Alors, qu'est-ce que l'habitabilité? Eh bien, nous avons ici un alliage dont la structure de base, c'est une cubique face centrée N3-, et en fait, les ions Si4+ s'insèrent dans les sites disponibles de cette maille. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un alliage par insertion, c'est-à-dire que les Si4+ vont se mettre dans les sites disponibles, et notamment, par exemple, dans ce site octaédrique. Mais alors il faut savoir la place dont disposent
Si4+. Autrement dit, quel est le rayon maximal que peut avoir un atome de Si4+, pour pouvoir se loger dans ce site tétraédrique. Octaédrique ici, pardon. Donc, il faut regarder la place disponible. Alors, comment on peut analyser ça? Bien, vous voyez, cet atome-là, ben voilà, c'est une sphère comme ça. Cet atome-là, c'est une sphère comme ça. Donc, on a la même chose avec l'atome qui est dans ce côté-là, et l'atome qui est de ce côté-là, et puis les deux qui sont devant. Donc, autrement dit, si on regarde cette ligne ici, cette ligne, ici, elle peut être caractérisée par la distance A entre le centre de cet atome-là et le centre de cet atome-là. Et si je redessine uniquement cette ligne, on voit que sur cette ligne, on a l'atome du haut, l'atome du bas, et potentiellement, donc, l'atome de silicium, enfin, l'ion Si4+, pardon, qui pourrait se mettre ici. Et donc, quelle est la condition, finalement, pour que cet ion puisse rentrer? Eh bien, il faut que A soit supérieur à quoi? Eh bien, à ces deux distances, qui sont 2R N3-, plus cette distance-là, qui est 2R Si4+. D'accord? Et donc, l'habitabilité, finalement, c'est de dire que, dans le pire des cas, on a A qui vaut 2 rayons de N3- plus 2 rayons de RSI4+ maximal. Le rayon de SI4+ maximal qui peut, enfin le rayon maximal de ce qui peut aller dans ce site, c'est SI4+ pourra rentrer si son rayon est inférieur à A sur 2 moins rayon Rn3-. Voici la condition d'habitabilité, pardon, du site octaédrique. Alors on peut même aller plus loin, puisque finalement, à la base, on avait une structure cubique face centrée de Rn3-. D'accord? Enfin, les N3- forment une cubique face centrée. Or, dans une cubique face centrée, on a contact entre l'atome du centre de la face et l'atome du sommet. Ici, il y a un contact comme ça entre ces deux atomes. Et ça, vous savez, si vous avez révisé la cubique face centrée, que ça se traduit par A racine de 3 sur A racine de 2 sur 2. Donc ça, A racine de 2, c'est la diagonale de la face. A racine de 2 sur 2, c'est donc la demi-diagonale, égale 2 Rn3-. Et bien, si vous couplez le fait que A racine de 2 sur 2 égale 2 Rn3- et que le rayon maximal de l'ion qui peut rentrer dans le site octaédrique, c'est A sur 2 moins Rn3-, vous en déduisez. A sur 2, c'est en fait racine de 2. Et ça va nous donner que R de Si4+ max, autrement dit, le rayon de ce qu'on peut mettre dans le site octaédrique max, vaut racine de 2 moins 1 fois le rayon de N3-. Donc ça vous donne l'habitabilité du site, c'est-à-dire le rayon des atomes qui peuvent rentrer, des atomes ou des ions, ici en particulier, qui peuvent rentrer dedans. Alors, voilà pour les sites octaédriques, et maintenant on va s'intéresser aux sites. Alors maintenant qu'on a vu le rayon maximal que pouvait avoir un atome qui va se loger dans le site octaédrique, on va réfléchir au rayon maximal que peut avoir un atome qui va se loger dans le site tétraédrique. Donc, considérons par exemple ce site tétraédrique là. Quel est le rayon maximal de l'atome Si4+, qu'on va loger dans le site tétraédrique? Eh bien, on sait que le centre du site tétraédrique, il est là. Que le centre du sommet est là. Et on sait que le site tétraédrique étant un petit cube de côté A sur 2, hein, je le répète, hop, qu'on dessine comme ça, on sait que la distance entre le centre du site tétraédrique et l'atome, c'est la demi-diagonale, ici, hein, c'est la demi-diagonale du petit cube de côté A sur 2. Donc demi-diagonale de... Bon, c'est pas un fois, c'est juste du cube de côté A sur 2. Ce qu'on a déjà exprimé, c'est-à-dire c'est 1 demi fois A racine de 3 sur 2. Eh bien, l'atome ici que je colorie rentre si la somme du rayon
de cet atome-là et de cet atome-là est plus petit que D, que la demi-diagonale. Si j'appelle D, c'est demi-diagonale. Donc il faut que R n3- plus R tétra, rayon de l'atome qu'on met dans le site tétraédrique, soit inférieur à A racine de 3 sur 4. Autrement dit, le rayon de ce qu'on va mettre dans le signe tétraédrique max, c'est A racine de 3 sur 4 moins le rayon de l'ion n3-. Et on a encore la relation, souvenez-vous, entre A et R. Donc on a toujours que A racine de 2 sur 2, c'est égal à 2R n3-. Ça c'est la propriété de la structure cubique face centrée. Et bien en couplant cette expression-là à cette expression-là, on peut obtenir un résultat qui ne dépend que de R. Et donc on obtient que R maximal de l'ion qu'on peut mettre dans le site tétraédrique, c'est racine de 3 sur 2 moins 1 fois le rayon de n3-. Et ça, c'est plus petit que le rayon max du site octaédrique qu'on avait trouvé tout à l'heure et qui était de racine de 2 moins 1 fois le rayon de n3-. Donc c'est plus compliqué de rentrer dans un site tétraédrique, c'est plus contraignant de pouvoir se loger dans un site tétraédrique que de pouvoir se loger dans un site octaédrique. C'est pourquoi on dit que l'habitabilité des sites tétraédriques est moins bonne que l'habitabilité des sites octaédriques. Donc c'est ce que nous dit la question K10, l'habitabilité des sites tétraédriques est inférieure à celle des sites octaédriques. Déterminer l'habitabilité des sites tétraédriques, eh bien, il faut que le rayon de ce qu'on veut mettre dans le site tétraédrique soit inférieur à racine de 3 sur 2 moins 1 fois le rayon des atomes des ions n3-. En déduire le rayon max qu'on peut mettre, eh bien, si on fait l'application numérique, c'est 31,5 picomètres ici, et on voit que c'est plus grand que finalement le rayon de SI4+, ici dans notre cas, où on a une coordinance de 4, et ce rayon est de 27 picomètres. Donc ça veut dire que SI4+, va pouvoir rentrer dans le site tétraédrique, et comme il peut rentrer dans le site tétraédrique, il peut aussi rentrer dans le site octaédrique, et donc ça justifie le cristal ionique qu'on est en train d'étudier depuis 2-3 questions, là où on nous avait affirmé que SI4+, s'était logé au sein de la structure nitrure de silicium, le SI4+, était logé dans des sites tétraédriques et octaédriques, donc c'est cohérent avec les données de l'énoncé. Donc voilà pour ces révisions, on a fait à peu près le tour des classiques sur les mailles cubiques. Il nous faudra aussi revoir probablement un exemple de maille hexagonale compacte, puisque c'est un petit peu moins classique, mais ça tombe de temps en temps, donc il faut l'avoir vu une fois pour comprendre à quoi ça ressemble, donc on fera ça bientôt.